création de l'euro ouvre une ère nouvelle. L'euro va changer l'Europe, et d'abord les mentalités. Et je tiens ce soir à vous rendre hommage. L'euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture. Car si vous ne l'aviez pas voulu, si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions restés en dehors de cette grande aventure. Pour nous, Français, c'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain, plus de force face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se développent sur la planète. Salut à tous, ça fait 20 ans cette année que la France utilise l'euro, et rappelez-vous qu'à son introduction, on nous avait fait un paquet de promesses. Seulement, avec le recul du temps et un truc qu'on appelle la crise de l'euro, plus personne n'ose affirmer qu'il est une source d'emploi, d'investissement et de prix bas. C'est plutôt l'inverse qu'on a constaté. Un rapport récent datant de février 2019 a estimé que l'introduction de l'euro aurait coûté 56 000 € à chaque Français sur 20 ans, soit 3 600 milliards d'euros. On voit qu'il y a un écart extrêmement important entre le PIB réel, celui que l'on a effectivement, et le PIB que l'on aurait pu avoir si on n'avait pas été dans l'euro. Vous le voyez au départ, évidemment, la différence n'est pas bien grande, c'est normal, mais en bout de course, en 2018, elle est extrêmement importante. On a retrouvé que, d'un point de vue cumulé, eh bien, on n'est pas très loin des chiffres qui sont donnés par le CEP. Cette étude donne un écart de croissance de 3 300 milliards. Vous savez, le CEP, il est arrivé à 3 600 milliards, donc ça veut dire qu'un écart de croissance de plus de 3 000 milliards sur 20 ans, c'est absolument crédible. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards sur 20 ans, ça représente grosso modo 50 000 € cumulés, évidemment, pour chaque Français, depuis le bébé qui vient de naître jusqu'à la personne qui est très âgée et qui est à la retraite. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire 50 000 €? Ça veut dire, allez, on va calculer ça rapidement, ça veut dire 2 500 € par an, probablement plus aujourd'hui, puisque on voit bien que c'est très croissant. 2 500 € par an, ça veut dire 200 € par mois, mais 200 € par mois, ça représente plus de 15% du salaire mensuel d'un smicard ou de quelqu'un dont le salaire est à peu de choses près au SMIC. Et là, on se dit qu'il y a une vraie perte de pouvoir d'achat et on peut se demander, est-ce que cette perte de pouvoir d'achat, elle n'est pas, d'une certaine manière, la cause profonde du mouvement des Gilets jaunes ? Évidemment, le chiffre n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est l'ordre de grandeur de l'écart entre les bénéficiaires et les lésés de l'euro. Ne pouvant plus promettre la prospérité, les mêmes qui nous avaient vendu cette monnaie se contentent aujourd'hui de traiter de nazis ou de maréchalistes ceux qui la critiquent, et ils affirment de façon complètement péremptoire que la France sombrerait dans le tiers-monde si on avait l'idée saugrenue d'en sortir. D'un autre côté, les partisans de la sortie de l'euro les plus visibles dans les médias ne sont pas plus doués pour nous convaincre de les suivre. Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Et on Chaque paiera pays, avec de l'euro ou que pas? les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne ne paiera avec de l'euro.
Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a Donc il y aura existé. deux monnaies. Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises. Et vous savez très bien, n'essayez pas quoi servira l'euro, alors de créer cela. Non, mais à quoi servira l'euro? Mais c'est une morue commune, c'est un panier de monnaie, vous le savez, encore une fois. Alors, ça a existé, car avant... Mais ça a existé juste avant l'euro. Juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'était l'euro. I don't know what I said. I don't remember. Ouais, c'est pas glorieux tout ça. Mais bon, toute cette comédie politico-idéologique n'a déjà plus d'importance, puisque l'euro va disparaître dans les années qui viennent, pour des raisons techniques, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, personne ne peut donner de date exacte. Déjà, beaucoup pensaient que la crise de l'euro en 2011 allait sonner sa fin, et ça n'a pas été le cas. En fait, tant qu'il y a une volonté politique suffisamment forte, on peut maintenir cette illusion longtemps, mais pas indéfiniment. Et on verra au cours de cette série que l'édifice est déjà bien fissuré, ce qui me donne à penser, personnellement bien sûr, qu'il y a très peu de chances pour que cette monnaie fête ses 30 ans. Alors, pourquoi ? L'euro a déjà un pied dans la tombe parce que tout le monde peut constater qu'il a échoué à remplir ses objectifs officiels de croissance économique et de lutte contre l'inflation, et ses objectifs officieux de convergence des économies de la zone euro. C'est particulièrement visible depuis l'explosion des dettes et des créances Target 2, qui vont constituer la pierre angulaire de la fin de l'euro. Non pas que le problème vienne des dettes Target en elles-mêmes, puisqu'elles ne sont pas des dettes au sens où on l'entend communément. Le problème est qu'elles indiquent une fuite massive de monnaie des pays du sud de la zone euro vers les pays du nord, conduisant inéluctablement à une crise de la dette dans les pays du sud, les condamnant à l'austérité perpétuelle, ce qui terminera de pousser l'euro dans sa tombe. Bien sûr, on peut toujours dire qu'une série de réformes pertinentes au niveau européen ou au niveau des États pourrait régler le problème, sauf que les contradictions énormes entre les intérêts nationaux des États induisent une grosse différence entre vouloir et pouvoir. Ainsi le temps passe et les choses restent comme elles sont, conduisant tôt ou tard à la sortie d'un ou plusieurs États de la zone euro ou à son démantèlement complet dans des conditions plus ou moins brutales. Cette série va donc se composer de 7 autres vidéos. Les 2 premières expliqueront comment se forment techniquement les dettes Target et pourquoi ce ne sont pas vraiment des dettes. Je vous préviens que si vous n'êtes pas familier de la création monétaire et que vous n'avez aucune notion de compta, ça va vous paraître un peu technique. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Les 2 vidéos suivantes expliqueront l'impossibilité de corriger les déséquilibres économiques à l'origine de l'augmentation des soldes Target à travers le concept de zone monétaire optimale. Puis 2 autres vidéos présenteront les plans de sortie de l'euro allemand et italien, qui sont les plus d'actualité, ainsi que leurs conséquences sur les targets en termes politiques et monétaires. Et enfin, une dernière vidéo fera la liste des bienfaits de l'euro pour la France, c'est-à-dire de son coût énorme et du risque encore plus énorme qu'il nous fait courir en cas de crise économique majeure. Je tiens à préciser que cette série va mélanger des faits techniques, des constats politiques et des opinions personnelles. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis très favorable à la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Pour autant, je vais essayer de vous présenter la situation dans sa globalité. Gardez aussi à l'esprit que le sujet des targets n'est pas le plus accessible au kidam, tant par son aspect technique que par son manque d'information et de transparence. Donc pour que le sujet soit compréhensible de tous, j'ai dû faire des raccourcis et des approximations que certains ne trouveront pas très académiques. Mais bon, tant pis. Cette série doit donc être considérée comme un défrichage d'un sujet totalement absent du débat public, mais qu'il est essentiel de comprendre maintenant pour pouvoir réagir correctement quand l'échafaudage nous tombera sur la tronche. Alors si les experts de l'euro veulent réagir à ces vidéos pour les commenter, les corriger, les approfondir, leurs remarques sont les bienvenues. Pour commencer, on va voir comment se forment techniquement les dettes Target et pourquoi ce ne sont pas vraiment des dettes. Je vous préviens que l'épisode du jour va être un peu technique, mais vous allez pouvoir apprendre quelque chose qui est totalement inconnu de 95% de la population, si c'est pas 99%, ce qui vous permettra de briller dans les dîners en ville. Le mot Target est l'acronyme du nom très long et sans intérêt du système informatique commun des pays de la zone euro qui permet de faire circuler les euros entre les pays. Il est utilisé par toutes les banques centrales, toutes les banques et quelques très grosses entreprises qui agissent directement dessus.
Ce qu'on appelle les soldes target apparaissent à cause de la circulation de la monnaie d'un État à un autre dans la zone euro. Le but de cette vidéo, qui sera en 2 parties, est donc de répondre à ce mystère qui vaut plus de 1000 milliards d'euros. Pourquoi est-ce que la circulation des euros crée des dettes entre les États quand ils traversent une frontière dans la zone euro ? La réponse se trouve dans les règles comptables de notre merveilleux système bancaire. Il faut donc que je m'assure que vous soyez au courant d'une petite notion. C'est le moment bilan comptable. Le bilan est un document comptable qui renseigne sur le patrimoine d'un agent économique, disons ici une entreprise. L'actif à gauche indique toutes les possessions de cette entreprise, ses immeubles, les créances de ses clients, ses actifs financiers, ses stocks, sa trésorerie aussi, donc l'argent qu'elle a à la banque. Et le passif, à droite, indique par quels moyens cette entreprise a financé ses possessions. Alors essentiellement ce sera de l'apport en capital des actionnaires et toutes sortes de dettes, emprunts bancaires, émissions d'obligations, dettes fournisseurs, etc. Si l'actif, c'est-à-dire la valeur des possessions à un instant T, est inférieur au passif, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour les obtenir, alors l'entreprise a réalisé une perte qu'on inscrira à l'actif parce qu'un bilan doit toujours être équilibré. Et donc, à l'inverse, si l'actif est supérieur au passif, c'est que l'entreprise a réalisé un bénéfice. Bon, et ben maintenant que vous avez compris ça, vous allez voir qu'on a un problème comptable lorsque l'on doit transférer de l'argent du compte d'un client dans une banque vers une autre banque. Pour vous familiariser avec le raisonnement qui va nous suivre tout au long de la série, on va commencer par voir ce qui se passe quand les 2 comptes sont dans la même banque, puis on va compléter le schéma au fur et à mesure, jusqu'à arriver au fonctionnement de l'euro. Imaginons que M. Prolovic ait un compte à la BNP. Régalé par les succès économiques de Macron, il décide de claquer sa nouvelle fortune en achetant 100 € de vêtements sur un site marchand qui se trouve avoir un compte dans la même banque que lui. Cette transaction va avoir un impact sur le bilan de ces 3 acteurs. Il s'agit à chaque fois de la même transaction, mais vue du point de vue du client, du fournisseur et de la banque. Comme on ne s'intéresse qu'à l'effet de l'échange, les bilans doivent rester équilibrés. Prolovic échange 100 € de trésorerie contre 100 € de vêtements. Moins 100 plus 100 à l'actif égale 0, il n'y a aucun impact sur l'équilibre du bilan. Évidemment, on constate l'inverse du côté du fournisseur. Il reçoit 100 € de trésorerie contre 100 € de vêtements. Pour la banque, les comptes de ses clients représentent des dettes, elle les inscrit au passif de son bilan. Pour elle, il s'agit simplement d'un jeu d'écriture interne. 100 € sont débités du compte de Prolovic et 100 € sont crédités sur le compte du site marchand. Moins 100 plus 100 égale 0, toujours pas d'impact sur l'équilibre du bilan. La situation va se corser si le fournisseur a une banque différente de Prolovic, disons la Société Générale. Cette fois, on va voir que cette transaction va déséquilibrer le bilan des banques. A nouveau, le débit du compte de Prolovic de 100 € fait baisser le passif de la BNP de 100 €, mais cette fois le crédit du compte fournisseur fait augmenter le passif d'une autre banque. Si on laisse les choses dans cet état, ça signifie comptablement que la BNP a fait un bénéfice de 100 € et que la Société Générale a fait une perte de 100 €. Or dans cet échange, les banques n'ont pas gagné ou perdu d'argent, il y a simplement eu un transfert d'argent entre les comptes des clients. Il y a ici un problème dans la manière de représenter comptablement la circulation de la monnaie. Si je vous demande de vous représenter de la monnaie, vous allez penser à des pièces et à des billets de banque. Bon, eh bien la façon comptable de représenter de la monnaie, c'est un actif et un passif de même valeur. Vous allez comprendre tout de suite en voyant ce qui se passe lors d'une création monétaire par le crédit bancaire. Quand une banque fait crédit de 10 000 €, elle crée l'argent à partir de rien en inscrivant la somme de 10 000 € sur le compte du client. Son passif augmente de 10 000 €, mais en échange, elle inscrit à son actif la reconnaissance de dette du client de 10 000 €. Du côté du client, le crédit bancaire augmente sa trésorerie à l'actif de 10 000 €, mais en contrepartie, il doit 10 000 à la banque. On voit bien que créer de la monnaie, c'est créer un actif et un passif de même valeur, en l'occurrence une dette et une reconnaissance de dette. Or, en général, la reconnaissance de dette reste à l'actif du bilan de la banque qui a accordé un prêt, jusqu'à son remboursement intégral. Tandis que la monnaie est beaucoup plus mobile, elle va de banque en banque au gré des échanges entre les clients. Pour en revenir à notre exemple, la BNP a donc transféré 100 € de ses dettes sur le dos de la Société Générale, qui ne doit pas être très contente. Pour qu'il n'y ait ni perte ni bénéfice, mais seulement transfert d'argent,
La BNP doit aussi transférer à la Société Générale une reconnaissance de dette de 100 €. Évidemment, comme les banques commerciales peuvent créer autant de monnaie qu'elles le veulent, une reconnaissance de dette de leur part n'a pas de sens. Donc, elle doit fournir un actif tangible, comme des actions, des obligations, de l'or physique, etc. Seulement, si à chaque transfert entre les banques, celles-ci doivent s'échanger des actifs de même valeur, mais de différentes natures, ça devient vite compliqué. Surtout que la valeur de certains actifs, comme les actions ou les obligations, peut fortement varier. Transférer des reconnaissances de dette des clients en même temps que leur argent n'est pas envisageable non plus, car la Société Générale ne connaît pas les clients de la BNP. Elle ne connaît pas les conditions de chaque crédit accordé, ni le niveau de solvabilité des clients. Vérifier des contrats de crédit à chaque transaction pour équilibrer des échanges serait fastidieusement chiant, et il y a toujours le risque de se faire refourguer des actifs pourris. C'est à peu près ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes. Les banques ont prêté à des clients non solvables et elles se sont débarrassées de ces créances en les transformant en titres. Elles ont mis toute leur merde dans un joli paquet cadeau appelé CDS, tamponné AAA avec la complicité des agences de notation, et elles les ont vendus sur les marchés financiers à prix d'or comme des investissements de bons pères de famille, avec les résultats que l'on connaît. Nous allons être riches! On récupère notre mise. C'est une satire amusante. Pour supprimer ce genre de risque, on a donc créé un intermédiaire, un arbitre qui va servir à garantir la valeur des actifs échangés pour permettre la circulation de la monnaie entre les banques commerciales. Cet arbitre, c'est la Banque centrale. Voilà comment ça marche. La BNP va déposer des actifs en garantie à la Banque centrale. En général, ce sont des obligations d'État, mais les actions sont aussi acceptées avec une décote de 20 à 30%. En échange, elle reçoit un prêt en monnaie centrale. La BNP doit toujours s'assurer d'avoir une quantité de monnaie centrale égale à 1% du montant de ses dépôts. C'est la fameuse réserve fractionnaire. Même si maintenant elle en a un petit peu plus, mais ça, on y reviendra. Cette monnaie constitue un actif pour la BNP qui aura toujours la même valeur que sa propre monnaie, et donc qui sera acceptée par toutes les banques commerciales pour le transfert des dettes qu'elle a créées par le crédit qu'elle a octroyé. Vous pouvez vous représenter la monnaie d'un État comme divisée en autant de compartiments qu'il y a de banques commerciales, ou pour être plus précis, de banques de dépôt. Chacune de ces banques crée sa propre monnaie, qui a son propre tampon électronique, et qui tourne en vase clos entre les comptes de ses clients. Lorsque de la monnaie doit changer de vase, et donc changer de tampon, on passe par l'intermédiaire d'une banque centrale qui garantit qu'un actif de la même valeur que le passif sera transféré. Maintenant que la BNP a de la monnaie centrale sur son compte à la Banque centrale, on va pouvoir compléter notre exemple. Elle inscrit à l'actif de son bilan moins 100 € de monnaie centrale, et la Société Générale va pouvoir inscrire à son actif plus 100 en monnaie centrale. Pour la Banque centrale, il s'agit simplement d'un jeu d'écriture. Elle transfère sa dette d'un compte client à un autre, comme on l'a vu dans le premier exemple. Cette fois, il n'y a plus ni perte ni profit entre les deux banques, mais bien un transfert de monnaie entre elles. Pour être sûr que vous ayez bien compris, on va résumer ce qui se passe quand on doit réaliser une transaction entre deux banques. Premièrement, Prolovic ordonne à la BNP un paiement chez un fournisseur qui a un compte à la Société Générale. La BNP commence par détruire 100 € de monnaie BNP sur le compte de Prolovic. Puis elle transfère 100 € de monnaie centrale à la Société Générale, qui va créer 100 € de monnaie Société Générale sur le compte du fournisseur, qui pourra ensuite livrer Prolovic. C'est un bordel. Bon, bien sûr, il n'y a pas qu'une transaction par jour, mais des centaines de milliers, et dans les faits, les banques ne se transfèrent pas de la monnaie centrale à chaque fois, elles passent par un mécanisme de compensation géré par la Banque de France, qui débouche sur le marché interbancaire. Chaque jour, à heure fixe, les banques constatent leur position entre elles, et elles ne payent que les soldes débiteurs envers leurs consoeurs. C'est même plus simple que ça, puisqu'au lieu de transférer réellement la monnaie centrale, les banques se contentent de s'échanger des promesses de paiement en monnaie centrale, qui s'annulent entre elles lorsque la banque emprunteuse devient prêteuse. Sachez quand même qu'il y a différentes maturités. Du coup, une banque peut prêter de la monnaie centrale à une autre banque sur un mois, tout en lui en empruntant sur une semaine, et en lui en prêtant sur un jour. C'est un bordel. Ce marché interbancaire permet de faire fonctionner le système avec très peu de monnaie centrale, ce qui arrange bien les banques commerciales, puisqu'elles payent un intérêt sur cette monnaie centrale qu'elles empruntent. Mais on va voir qu'après la crise de 2008, le marché interbancaire va cesser de fonctionner,
et le taux directeur de la BCE va tomber à 0%, pour que les banques n'aient aucune difficulté d'accès à cette monnaie centrale, afin que la circulation de la monnaie ne se bloque pas dans l'économie. Vous imaginez un peu le bordel si vous ne pouvez faire vos achats qu'auprès d'entreprises qui ont un compte dans la même banque que vous. Bon, à ce stade, vous vous demandez sans doute quel est le lien avec l'euro et les targets. Eh bien si vous avez compris tout ça, vous avez compris le fonctionnement de l'euro, parce que le même schéma se répète à l'échelon supérieur entre les banques centrales de la zone euro et la BCE. En effet, l'euro n'est pas une monnaie unique avec une seule banque centrale, sinon nous serions dans le cas que je viens de vous présenter, et les banques commerciales seraient directement connectées à la BCE, ce qui n'est pas le cas. Les banques centrales des États continuent d'exister, l'euro est donc une monnaie commune. C'est l'agglomération de 17 monnaies différentes et qui continuent d'être différentes, mais dont on a décidé qu'elles s'appelleraient toutes euros et qu'elles s'échangeraient à un taux de 1 pour 1, sans limite de montant ni de durée. Ce système est un petit peu plus complexe, mais il a l'avantage d'être facilement réversible, car les banques centrales de chaque État continuent de gérer les transferts interbancaires domestiques, et elles ne passent par la BCE seulement lorsque les euros changent de pays, ce qui permet de savoir exactement qui doit quoi à qui en cas de sortie d'un État de la zone euro. Ainsi, de la même façon que la monnaie commerciale de la BNP ou de la Société Générale ne se mélange pas, il existe des euros centraux français, allemands, italiens, grecs, luxembourgeois, qui ne se mélangent pas non plus. Mais il y a une différence fondamentale. On a vu que les banques commerciales doivent déposer des actifs auprès d'une banque centrale pour obtenir la monnaie centrale du pays concerné. Et bien dans la zone euro, les banques centrales échappent à cette règle entre elles. Elles se contentent de s'échanger des promesses de paiement, donc des dettes, donc leur propre monnaie centrale. Reprenons notre exemple, vous allez comprendre. Imaginons maintenant que Prolovic achète 100 € de vêtements depuis la France à un fournisseur situé en Allemagne qui a un compte à la Deutsche Bank. Banque différente et pays différents, la Deutsche Bank voudra se faire payer par la BNP en euros centraux allemands. Tant que le marché interbancaire fonctionne, ce n'est pas un problème, et les défauts structurels de l'euro liés à l'existence de plusieurs banques centrales restent invisibles. La BNP va commencer par détruire 100 € de monnaie BNP sur le compte de Prolovic, puis elle va simplement échanger avec la Deutsche Bank une promesse de prêt et d'emprunt de 100 € centraux allemands, ce qui permettra à la Deutsche Bank de créer 100 € tamponnés Deutsche Bank qu'elle créditera sur le compte de son client. La dette de la BNP se réglera naturellement lorsque 100 € feront le chemin inverse de l'Allemagne vers la France. Et si sa dette devait mettre trop de temps à se compenser, elle peut toujours la régler en transférant un actif réel à la Deutsche Bank. En général, c'est une obligation d'État, de préférence allemande, mais comme on l'a dit, ce n'est pas le plus pratique ni le plus courant. Ce système est très efficace, mais il a cependant un défaut. Il ne peut fonctionner durablement seulement si les euros qui traversent une frontière passent aussi en sens inverse en quantité à peu près égale. On peut légitimement penser que c'est ce qui s'est passé durant les premières années de l'euro, puisque le marché interbancaire a fonctionné et que les soldes target sont restés faibles. Mais après la crise de 2008, le marché interbancaire va cesser de fonctionner, entraînant l'augmentation des dettes et des créances Target 2 pour des raisons et des conséquences qu'on verra au prochain épisode. Salut à tous! Dans l'épisode précédent, on a vu l'architecture complexe du système bancaire qui permet de faire circuler des euros créés par différentes banques dans différents pays sans risquer de faire apparaître de faux bénéfices ou de fausses pertes par le simple fait d'un transfert de la monnaie. Et aujourd'hui, on va voir comment tout ça a commencé à merder. La Grèce a poussé un soupir de soulagement. Ils ont dit « Ouf, ça y est, on y est ». Et ils ont complètement lâché la bride. C'est ça le problème. Avec l'euro, une monnaie qui inspire confiance, les Grecs peuvent emprunter à tout va. Une vie à crédit, de l'argent facile. Athènes découvre à son tour les années fric. Jusqu'en 2008, l'euro a été une aubaine pour les pays du Sud. Les ménages et les entreprises ont pu s'endetter auprès de leurs banques à faible taux pour consommer et investir. Le but était justement d'opérer un rattrapage économique de ces pays.
C'était vraiment un climat qui a duré pendant 5 ans, qui était vraiment un climat extraordinaire pour la Grèce. On n'a pas jeté l'argent par les fenêtres. On l'a mis dans des Porsche, des vacances, des bateaux, de l'immobilier. Par leurs dépenses, une partie de cet argent atterrissait dans les pays du Nord. Tant que les agents économiques du Nord renvoyaient vers le Sud une somme équivalente par la consommation et surtout par l'investissement, puisqu'il y avait des opportunités, l'euro fonctionnait et le marché interbancaire aussi. Mais la confiance s'est envolée avec la crise des subprimes et les banques ont arrêté de se faire crédit entre elles de la monnaie centrale pour 2 raisons. D'abord, parce que les échanges Nord-Sud ont commencé à se déséquilibrer. Les pays du Sud étant les plus exposés à la crise, les agents économiques du Nord ont cessé d'investir dans ces pays et ont même commencé à rapatrier des capitaux, faisant apparaître une asymétrie dans les échanges entre certains pays. Les soldes débiteurs des banques du Sud sur les banques du Nord augmentaient sans cesse, mettant en danger les banques prêteuses. Et deuxièmement, à cause de la dispersion des subprimes dans l'économie par le processus de la titrisation, un grand nombre d'actifs étaient devenus douteux, voire même totalement merdiques, et même les obligations d'État avaient subi une dépréciation, suite à l'abaissement de leurs notes par les agences de notation. Les banques du Nord ont donc arrêté de faire des avances de monnaie centrale aux banques du Sud, et elles ont aussi refusé d'être payées avec des actifs dont on était devenu incapable d'estimer la valeur réelle. Et comme je l'ai dit, s'échanger des actifs de différentes natures n'est pas le plus pratique à grande échelle. Le marché interbancaire de la zone euro, comme ceux internes aux États, ont donc cessé de fonctionner parce que les banques ne se faisaient plus confiance entre elles. Par conséquent, toutes les transactions interbancaires de la zone euro se soldent maintenant par des transferts réels en monnaie centrale. Il a donc fallu augmenter le matelas. Pour maintenir la circulation de la monnaie, et donc l'existence de la zone euro, les banques centrales ont été obligées d'intervenir. Elles ont fourni un énorme matelas de monnaie centrale aux banques commerciales en rachetant les actifs pourris qu'elles ne voulaient plus s'échanger entre elles. Et c'est ainsi que les banques centrales sont devenues les seuls intermédiaires des banques commerciales dans les transferts entre banques et surtout entre États de la zone euro. C'est alors qu'apparaissent les soldes Target. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur l'historique, voyons ce qui se passe dans notre exemple sans marché interbancaire. Prolovic ordonne à la BNP un paiement chez un fournisseur qui a un compte en Allemagne. La BNP commence par détruire 100 € de monnaie BNP sur le compte de Prolovic, puis elle va donner ordre à la Banque de France de transférer 100 € de monnaie centrale sur le compte de la Deutsche Bank. Le même schéma va se reproduire. La Banque de France va commencer par détruire 100 € de monnaie Banque de France sur le compte de la BNP, et elle va les transférer à la Bundesbank, qui va pouvoir créer 100 € de monnaie centrale allemande créditée sur le compte de la Deutsche Bank. Avec cette nouvelle monnaie centrale, la Deutsche Bank va pouvoir créditer le compte de son fournisseur de 100 € tamponné Deutsche Bank, et celui-ci va pouvoir livrer son client. Gardez en tête que la BCE sert d'intermédiaire entre les banques centrales, mais je l'ai pas mis dans le schéma pour ne pas complexifier inutilement la suite des explications. On y reviendra un peu plus tard. Ce qu'on appelle Debt Target, en fait c'est juste la monnaie centrale française qui atterrit à l'actif de la Bundesbank pour qu'elle crée la monnaie centrale allemande dans le cadre d'un transfert de monnaie secondaire d'un système bancaire à un autre au sein de la zone euro. Pourtant, on voit pas bien pourquoi on parle de dette, parce que l'échange est équilibré. La Bundesbank a reçu un actif d'une certaine valeur, puis elle en a créé un autre de même valeur à destination des banques commerciales de son système bancaire. Et c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de dette. Tant qu'un euro français égale un euro allemand égale un euro finlandais, etc., personne ne doit rien à personne. Le solde target négatif de la France ne signifie pas qu'elle doit cette somme à un autre pays, ça signifie que de l'argent créé en France par les banques commerciales a quitté le pays et se balade dans la zone euro sans avoir fait le chemin inverse. C'est seulement en cas de sortie d'un état de la zone euro que les soldes target deviennent des dus qui doivent être payés entièrement en euros le jour même de la sortie. C'est une règle inscrite dans les traités européens et qui a été confirmée par Mario Draghi, l'ancien président de la BCE. Il y a quand même un petit flou juridique sur tout ça, mais c'est vrai qu'il n'est pas illogique que les soldes target échappent à leur redénomination en monnaie nationale, pour éviter de déséquilibrer le bilan des banques créditrices. On va prendre un exemple. Imaginons que la France sorte de l'euro et que le nouveau franc se déprécie de 10% par rapport à l'euro. La monnaie centrale française présente sur le compte de la Bundesbank deviendrait 100 francs, qui vaudrait 90 €. La Bundesbank constaterait alors une perte de 10 €, qui serait sûrement absorbée par son capital,
Mais selon les règles en vigueur, si cette perte devait mettre la banque en difficulté, elle devrait être recapitalisée par l'État allemand, c'est-à-dire par les contribuables. La Banque de France doit donc remplacer les 100 € de monnaie centrale française par 100 € de monnaie centrale de n'importe quel État restant dans la zone euro. Et pour ça, elle va vendre des francs contre des euros sur les marchés financiers. Pour un État comme la France, si le solde n'est que de quelques dizaines de milliards, la dévaluation qui s'ensuivrait serait relativement supportable, voire même totalement indolore. Par contre, si le solde target devait dépasser, disons, les 500 milliards d'euros, comme c'est le cas pour l'Italie, ce qui représente à peu près 25% de son PIB, on voit mal comment elle pourrait obtenir cette somme en une journée en vendant des lires. Un tel afflux de devises déséquilibrerait complètement le marché des monnaies et entraînerait une dévaluation de la lire gigantesque, sans pour autant réussir à payer. On peut donc imaginer que l'État italien viendrait au secours de sa banque centrale pour l'aider à payer cette dette target avec toutes sortes d'actifs acceptés par la Bundesbank, ce qui reviendrait à piller littéralement le contribuable italien. Il y a donc peu de chances pour qu'il choisisse cette option. En fait, face à une telle somme, l'hypothèse la plus probable est que l'Italie fasse défaut sur tout ou partie de cette dette et que la charge en retombe sur le contribuable allemand et plus largement européen. Car n'oubliez pas que la BCE sert d'intermédiaire dans tout ce merdier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va nous intéresser, mais on en reparlera dans d'autres épisodes. Si on respecte à la lettre les règles des traités européens et l'orthodoxie en vigueur dans la gestion des banques centrales, ces deux scénarios me semblent être les plus probables en cas de sortie de la zone euro d'un pays débiteur. Soit le solde est petit et il peut payer, soit le solde est trop gros et il fait défaut. Mais si on y réfléchit, il est parfaitement injuste de faire payer cette somme à n'importe quel contribuable et de quelque manière que ce soit. C'est ici que commence la partie, cette dette n'en est pas une. Sur notre schéma, on peut voir que le client a bien payé son fournisseur, son compte a été débité. L'économie réelle s'arrête à cet échange. Tout le micmac entre les banques commerciales et les banques centrales n'est qu'une accumulation d'écritures comptables qui ne sert qu'à faire circuler 100 € d'une banque à une autre en évitant de faire apparaître de faux bénéfices ou de fausses pertes. Dans notre exemple, et je dis bien dans notre exemple, la monnaie centrale créée n'a qu'une valeur fictive. Elle n'a été produite par aucun travail en amont et ne payera aucun travail en aval. Jamais cette monnaie ne va se retrouver dans l'économie réelle. Elle est destinée à tourner en circuit fermé entre les comptes des banques commerciales auprès des banques centrales pour faire circuler la monnaie créée par les banques commerciales qui, elle, est la monnaie de l'économie réelle. C'est tellement vrai qu'on pourrait remplacer la monnaie centrale par des billets de Monopoly sans valeur réelle, mais qui seraient simplement tamponnés par les banques centrales, sans que ça ne change rien au système. C'est exactement ce qui se passe en fait. L'argent des abonnés. Regardez ce qui se passe. La Bundesbank crée 100 € de billets Monopoly allemands, la Banque de France lui donne en échange 100 € de billets de Monopoly français, et une fois que la Deutsche Bank les a reçus sur son compte, elle crée 100 € tamponnés Deutsche Bank qui vont servir à l'économie réelle. Dans cette situation, l'évidence saute aux yeux. La monnaie centrale et les dettes target associées n'ont aucune valeur dans ce cas. Ce sont seulement des artifices comptables qui servent à faire circuler la monnaie d'une banque commerciale à une autre. Toutefois, si personne ne perd d'argent au sens où on l'entend communément, il y a quand même une conséquence. Car si la Bundesbank crée de la monnaie, donc de la dette, sans reconnaissance de dette solide en contrepartie, la qualité de sa monnaie, c'est-à-dire sa valeur, va se dégrader. C'est pour ça qu'en cas de sortie d'un pays débiteur de la zone euro, que le montant de son solde target doit être maintenu en euros pour éviter la dépréciation des actifs, c'est-à-dire de la monnaie centrale du pays sortant, détenue par les banques centrales de l'eurosystème. Le terme dette target crée une confusion dans l'esprit des gens qui vont penser qu'elles doivent être payées comme les dettes de monsieur et madame tout le monde, ce qui serait une abyssale connerie, car si on devait taxer les contribuables pour payer ces dettes, ça équivaudrait à payer 2 fois la même facture. Boucher des trous de monnaie dont la valeur est fictive en ponctionnant de la monnaie dont la valeur est réelle aurait des conséquences désastreuses pour l'économie réelle et d'autant plus injuste qu'elle est inutile. C'est pas à Prolovic de payer parce que le transfert de son argent a déséquilibré le bilan de la Banque centrale allemande. Bon, faut être réaliste, les règles des traités européens ne s'appliquent que pour de petits soldes débiteurs. Au-delà de quelques pourcents du PIB d'un pays, ça devient compliqué d'obtenir la somme en une journée. Alors peut-être qu'en allongeant le délai on peut encore bricoler, mais pour des cas comme l'Italie ou l'Espagne où on dépasse les 20% du PIB,
Faut oublier les règles des traités et c'est aux banques centrales de s'entendre entre elles pour trouver des solutions qui n'impactent pas ou peu l'économie réelle. Tout ça mériterait d'être un peu développé, mais j'en dis pas plus pour l'instant, on y reviendra dans les épisodes sur les plans de sortie allemands et italiens. Salut à tous! Dans l'épisode précédent, on a vu que les soldes Target ne sont pas vraiment des dettes, mais simplement de la monnaie centrale en provenance des États de la zone euro qui atterrit sur le compte d'une banque centrale de la zone dans le cadre d'un transfert transfrontalier de monnaie secondaire d'une banque commerciale à une autre. C'était évident. Mais oui, c'est clair. L'enjeu de comprendre ce sujet parfaitement chiant se comptera bientôt en centaines, voire même en milliers de milliards d'euros quand tout ce système explosera, car il finira par exploser. C'est ce que montre l'augmentation des soldes Target, qui indique une fuite massive de monnaie de certains pays de la zone euro, notamment l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, vers d'autres pays de cette zone. En premier lieu l'Allemagne, suivi de très loin pour des questions de taille, par le Luxembourg, les Pays-Bas et la Finlande. L'augmentation constante de cette fuite de monnaie, qui se compte déjà en centaines de milliards, va rendre de plus en plus intenable le maintien d'une parité de 1 pour 1 entre les monnaies de ces pays. Le but des deux prochaines vidéos va donc être de comprendre pourquoi il y a une telle asymétrie dans les échanges entre certains pays, et pourquoi rien, ou presque, n'a été fait pour régler ce problème, alors qu'il va entraîner la fin de l'euro. Avant l'euro, ce genre de questions ne se posait pas. Les déséquilibres commerciaux entre les pays de la zone se réglaient d'eux-mêmes par l'effet de l'offre et de la demande entre leurs monnaies sur les marchés financiers. Pour faire simple, lorsqu'un pays importe plus qu'il n'exporte, sa monnaie va perdre de la valeur par rapport aux autres monnaies, rendant à la fois ses importations plus chères et ses exportations plus compétitives, jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit trouvé. Et si les déséquilibres étaient généralisés et trop importants, un État pouvait aussi décider de dévaluer sa monnaie. Ce sont les fameuses dévaluations compétitives. Mais comme il a été décidé que les monnaies nationales des États de la zone euro s'échangeront ad vitam aeternam à un taux fixe de 1 pour 1, eh bien les appréciations et dépréciations nécessaires pour corriger ces déséquilibres se sont portées sur d'autres prix, principalement celui du travail, de la fiscalité et des normes sociales et environnementales, parce que c'est des prix sur lesquels les politiciens peuvent facilement agir, contrairement au prix des matières premières par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de la dévaluation interne. En d'autres termes, l'euro n'a pas supprimé la concurrence entre les États comme on l'entend naïvement parfois, celle-ci s'est simplement décalée de leur monnaie vers leur système socio-économique. C'est alors que l'Allemagne s'est dépêchée de faire les fameuses réformes Hartz 1, 2, 3 et 4 entre 2003 et 2005 qui avaient pour but de faire baisser le prix du travail. Les allocations chômage ont été réduites et sont devenues dégressives, la retraite est passée à 65 ans, ils ont flexibilisé le marché du travail en créant un statut d'auto-entrepreneur, des mini-jobs sous-payés, etc., etc. Bref, ils ont fait les fameuses réformes nécessaires à l'heure de la mondialisation que nos politiciens ont tant de mal à appliquer dans notre pays de Gaulois réfractaires, feignants, ringards et extrémistes. Avec ces réformes, l'Allemagne a piqué des parts de marché à ses petits voisins européens, parce qu'elle a bénéficié d'un boost de compétitivité qui ne pouvait plus être compensé, comme ça l'aurait été avant, par une appréciation de sa monnaie. Et comme en plus l'euro est la résultante de 18 économies dont la plupart sont moins compétitives que l'Allemagne, eh bien le taux de change de l'euro est forcément plus faible que le taux potentiel qu'aurait eu le Deutschmark seul. Une étude menée par Jacques Sapir en 2012 estime que si l'Allemagne sortait de l'euro, sa monnaie vaudrait environ 1,50$. Alors qu'aujourd'hui, l'euro tourne autour des 1,10$. Ça signifie que l'euro représente une subvention à l'exportation pour l'Allemagne d'environ 32%. En conséquence de quoi, depuis l'introduction de l'euro, l'Allemagne s'est mise à dégager des excédents commerciaux de plus en plus importants, tant envers des pays de la zone euro grâce au choc de compétitivité interne, qu'envers des pays extérieurs de la zone euro, en bénéficiant d'un taux de change artificiellement bas. Le tout au détriment de sa population et de ses voisins européens. Car à l'inverse, des pays du sud de la zone euro notamment, sont pénalisés à l'international par un taux de change trop élevé, de 10 à 40% selon les pays, et ils subissent des chocs asymétriques tout azimut à l'intérieur de la zone euro, dumping fiscal, social, monétaire, etc. Leur exportation a donc chuté, et leur déficit commercial s'est creusé. Malgré cela, l'euro a pu fonctionner dans ses premières années. D'abord parce que les écarts de compétitivité mettent du temps à s'accumuler et à montrer leurs effets,
et aussi parce que la croissance des pays du Sud a été dopée par des taux d'intérêt bas, grâce à l'euro. Ces pays représentaient une opportunité pour les investisseurs, et notamment pour les investisseurs du nord de la zone euro, parce qu'ils partageaient maintenant la même monnaie, supprimant le risque de change. Tant que l'argent envoyé au nord par la consommation des pays du Sud était réinvesti dans le Sud par la magie du marché, le système pouvait fonctionner. Mais après la crise de 2008, suivie de la crise de l'euro, la confiance des investisseurs envers l'euro a disparu, entraînant une fuite des capitaux du Sud vers le Nord, rendue visible sous la forme des soldes Target 2. Car comme on l'a vu, cette asymétrie entre les échanges avait bousillé le marché interbancaire. Dès lors, les économies des pays du Sud sont asphyxiées par le manque d'argent. Elles sont condamnées à un chômage de masse, à une croissance économique inexistante et à une dette en constante augmentation pour acheter la paix sociale. Pourtant, une monnaie commune peut fonctionner. On a l'exemple du dollar qui fonctionne sur le même modèle que l'euro, à moins que ce soit l'inverse, avec 12 banques centrales régionales chapeautées par une banque fédérale. Et ça existe depuis des décennies sans qu'on accuse ce système d'assécher l'économie d'un État en particulier. Mais il y a deux différences fondamentales entre le dollar et l'euro. La première, c'est que les déséquilibres de paiement interne entre les 12 banques centrales régionales du dollar sont réglés annuellement par des transferts de certificats en or, contrairement aux soldes Target qui peuvent augmenter sans fin. Et la différence la plus significative avec les États-Unis, c'est que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Dans n'importe quel pays ou zone monétaire, il peut y avoir une région qui s'appauvrit pendant qu'une autre s'enrichit. Cet écart peut apparaître pour une infinité de raisons. Déficit d'infrastructures, décisions politiques pénalisantes, catastrophes naturelles, etc. C'est ce qu'on appelle un choc asymétrique. En l'absence de taux de change flottant entre ces régions, vu qu'elles font partie de la même zone monétaire, et si la magie du marché ne suffit pas à répartir efficacement les capitaux, tous les États sont dotés de mécanismes plus ou moins interventionnistes pour corriger les effets de ces chocs asymétriques. Et dans le cas de la zone euro, ces mécanismes ne fonctionnent pas ou n'existent pas. En gros, la zone euro a 3 possibilités pour corriger ces déséquilibres. Théoriquement, chacune de ces possibilités peut se suffire à elle-même, mais dans la plupart des cas, on observe une combinaison des 3. Premièrement, il faut harmoniser le plus possible les conditions sociales et fiscales à l'intérieur de la zone monétaire. Deuxièmement, il faut fluidifier au maximum la mobilité des travailleurs. Et troisièmement, il faut avoir des mécanismes de répartition des richesses. Et là, ça peut prendre plusieurs formes. Allocation directe, assurance chômage, retraite, ou même des investissements publics. Par exemple, les États-Unis, qui ne sont pas un pays socialiste, ils utilisent leur énorme budget de défense pour faire de la répartition des richesses, en obligeant leurs fournisseurs à installer des usines dans des zones de chômage élevé. La solution la plus efficace pour sauver l'euro serait donc d'imiter les États-Unis, et de créer une grande fédération européenne chargée de corriger les effets des chocs asymétriques entre les États par des décisions politiques, d'harmonisation et de répartition des richesses, transformant l'euro en zone monétaire optimale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la Commission européenne pour l'avoir sponsorisée. Vous trouverez en description un code de moins 15% de réduction sur votre drapeau européen. Ouais, seulement, vous pensez bien qu'ils nous ont pas attendus pour avoir cette idée. En fait, ça faisait même partie du plan de base de certains partisans de la construction européenne dès la conception de l'euro. Mais si aujourd'hui cette belle fédération européenne ne s'est toujours pas réalisée, bah c'est peut-être pour de bonnes raisons, hein. Disons qu'il y a quelques petits blocages. On va prendre les problèmes un par un, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Premièrement, harmoniser totalement ou même partiellement les systèmes sociaux et fiscaux des États est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. L'Union européenne mélange des monarchies et des républiques, des États centralisateurs et des fédérations, des secteurs publics plus ou moins présents, des économies basées sur l'industrie et d'autres sur les services, avec à chaque fois différents types d'industries et différents types de services qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, etc., etc. Toutes ces différences découlent d'histoires différentes, de cultures différentes, de politiques sociales et économiques différentes, et même de positions géographiques différentes qui ont façonné l'économie des pays d'Europe. Décréter du jour au lendemain que 28 États vont avoir le même salaire minimum, les mêmes cotisations, la même fiscalité des entreprises, les mêmes normes, etc., ça suppose que tous ces États vont s'entendre sur une base commune et qui sont prêts à déléguer presque toute leur politique budgétaire à l'échelon européen. Et ça se fait pas en claquant des doigts. C'était d'ailleurs l'un des buts officieux de l'euro de permettre cette décision.
L'euro devait nous entraîner dans une crise créée délibérément pour pousser les États à accepter un compromis décidé dans l'urgence qu'ils n'auraient pas accepté en temps normal. Comme l'avait dit Jean Monnet dans ses mémoires, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Une vision des choses confirmée par ce bon vieux Jacques Attali. Quand on a fait le marché commun, tous ceux qui ont fait le marché commun savent parfaitement que ça ne marcherait pas. Si on n'allait pas plus loin, parce que si vous avez un marché commun mais que vous n'avez pas une uniformisation des normes techniques, vous avez une possibilité de faire la concurrence déloyale en fixant des normes différentes aux produits. Ce qui s'est passé d'ailleurs entre 1960 et 1980. Et nous avons vécu une crise énorme où toutes ces normes techniques différentes ont fini faire exploser l'Europe. Ségolène et Jean-Louis étaient, comme moi, au cœur de la machine de l'État quand cette crise a explosé en fin 1983. Je ne parle pas de la crise française de 83, de la fin de l'année 83, où nous sommes allés à un sommet européen où il y a eu 44 contentieux sur la table. L'explosion, sommet d'Athènes. C'était une crise bien plus grave que celle d'aujourd'hui. 6 mois plus tard, présidence française, les contentieux ont été réglés, on a fait le marché unique. C'est-à-dire qu'on a harmonisé les normes. Mais on savait très bien, quand on a fait le marché unique à ce moment-là, que le marché unique, ça ne pourrait pas marcher si on n'allait pas plus loin, parce que s'il y avait un marché unique de libre circulation des marchandises et des capitaux, évidemment, restait la possibilité de devenir concurrentiel l'un à l'égard de l'autre par des dévaluations compétitives. Et on savait qu'on allait avoir des dévaluations, et que même le système de stabilisation de monnaie à l'intérieur ne tiendrait pas. Et qu'il fallait aller vers la monnaie unique. Donc, marché commun, marché unique, monnaie unique. On savait qu'il y aurait... Et il y a eu des crises, 91, 93, exactement comme en 83, 94, crise. Et il y a eu, et Jean-Louis l'a rappelé tout à l'heure, un moment de vérité, des hommes d'État sont réunis, ils ont dit, on passe, on a fait la monnaie unique. C'est passé un moment très particulier où il y avait aussi la chute du mur, l'ouverture, on n'a pas pu faire plus. Nous savions très bien, quand on a fait la monnaie unique, que ça ne marcherait pas, que ça ne suffirait pas. Exactement comme dans les 3 crises précédentes. Nous savions que ça ne suffirait pas. Pourquoi? Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu une monnaie qui a existé sans un État. Il n'existe pas une monnaie sans État. Prenez toute l'histoire du monde, une monnaie sans État, ça explose. Malheureusement pour Attali, crise ou pas, trouver un tel compromis n'a rien d'évident, parce que ce saut fédéraliste doit se décider à l'unanimité des 28 États de l'Union Européenne, dont 9 ont encore leur monnaie nationale, et certains d'entre eux ont catégoriquement refusé de rentrer dans l'euro, comme le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni, on n'en parle même pas. Dans ces conditions, parler d'harmonisation n'a pas de sens. À la limite, on peut faire une fédération réduite à la zone euro, mais laisser des pays de côté serait déjà un aveu d'échec pour les européistes, et du coup, un grand nombre d'entre eux sont contre. Là encore, c'est pas simple de trouver une position commune. Et puis, entre nous, quand on voit l'usine à gaz qu'ils nous ont pondue en France pour seulement rétablir le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui était exigé par la Commission européenne dans un but d'harmonisation, bah ça donne pas envie de leur confier une refonte totale du système. C'est là qu'on se rend compte des coûts et des problèmes énormes que soulève l'idée de s'harmoniser comme ça sur un même système de façon totalement arbitraire. Mais au-delà des compétences approximatives de nos technocrates pour appliquer cette harmonisation, l'obstacle majeur vient des différences culturelles, sociologiques, économiques et historiques entre les 28 États de l'Union Européenne qui créent un blocage insurmontable pour seulement définir ce nouveau système. Car quel que soit le système choisi, il y aura forcément des pays gagnants et d'autres perdants, des pays à qui une mesure va plaire et d'autres pas. Et ici commencent les discussions interminables où chacun va tirer la couverture à soi, dans 24 langues différentes. Pour les élections européennes de 1979, le PS avait fait cette affiche « Changer l'Europe, vivre au pays ». Au-delà de l'absurdité sous-entendue selon laquelle l'orientation de l'Union européenne ne dépendrait que de l'élection de députés européens, et a fortiori français, cette affiche a le mérite de montrer sans le vouloir qu'il n'y a pas de peuple européen. Pour attirer l'électeur français aux élections européennes, il faut lui vendre le modèle français. Aux électeurs allemands, on lui vendra le modèle allemand, aux Italiens le modèle italien, etc., etc. D'un autre côté, changer l'Europe, vivre en Allemagne, ça n'aurait pas été très vendeur ni très original. Ça nous aurait sans doute rappelé les heures les plus sombres de notre histoire. Les plus fervents partisans de la construction européenne vont sûrement nous expliquer qu'il vaut mieux s'entendre que de rester tout seul dans son coin, et qu'après tout, l'Europe est un effort, qui ne se fera pas d'un coup,
et qu'avec un peu de bonne volonté, on peut sûrement arriver à... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Faut quand même se rendre compte du niveau de blocage dans l'Union Européenne. Regardez un peu le bordel qu'a déclenché un projet de directive sur la fin du changement d'heure. Un beau jour, la Commission a décidé qu'il fallait arrêter de changer d'heure tous les 6 mois, puisque tous les États ne changent pas d'heure le même jour et que certains n'en changent pas du tout. Mais elle n'impose pas une règle à tout le monde. Au nom du principe de subsidiarité, elle laisse le soin à chaque État de décider s'il reste définitivement à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Ce qui peut créer des décalages horaires qui n'existaient pas avant entre des pays qui feraient un choix différent. Des discussions sont donc en cours pour que les États définissent une position commune afin d'éviter ce problème. Or, suivant des considérations économiques, certains États préfèrent rester à l'heure d'été plus favorable aux activités touristiques, tandis que d'autres préfèrent rester à l'heure d'hiver plus favorable à l'industrie. Par-dessus ça se pose la question de l'Irlande. Le Royaume-Uni n'étant pas concerné par cette directive et refusant de changer d'heure, selon la décision des États européens, il pourrait se créer une frontière temporelle inacceptable pour l'Irlande entre la partie sud et la partie nord de l'île. C'est un bordel. La mise en place de cette directive était prévue à la mi-2019 et elle devait servir à montrer que l'Union Européenne est capable de s'entendre en vue des élections européennes. Et bah c'est repoussé à 2021. 4 ans. 4 putains d'années pour savoir si on reste définitivement à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, dont on se fout complètement. Et c'est pas fini. Alors maintenant imaginez que la même équipe doit s'entendre sur un salaire minimum commun, des cotisations communes, un système de retraite ou de santé commun. Vous croyez qu'ils vont y arriver ? Je veux dire avant qu'on soit tous morts. Si les États-Unis fonctionnent aujourd'hui comme une fédération, à la différence de l'Union Européenne, c'est parce que ce pays s'est construit comme ça, et De Gaulle à son époque fustigeait déjà les fédéralistes sur ce point. À quelle profondeur d'illusion ou de parti pris faudra-t-il plonger en effet pour croire que des nations européennes, forgées au long des siècles par des efforts et des douleurs sans nombre, ayant chacune sa géographie, son histoire, sa langue, ses traditions, ses institutions, pourraient cesser d'être elles-mêmes et n'en former qu'une seule ? À quelle vue sommaire répond la comparaison, souvent brandie par des naïfs, entre ce que l'Europe devrait faire et ce qu'ont fait les États-Unis, alors que ceux-ci furent créés, eux, à partir de rien, sur une terre nouvelle, par des flots successifs de colons déracinés ? Pour les 6 en particulier, et a fortiori maintenant à 28, comment imaginer que leur but extérieur leur devienne soudain commun, alors que leur origine, leur situation, leur ambition sont très différentes ? De Gaulle résumait tout ça en une phrase, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Bon, bah voilà. Maintenant vous comprenez pourquoi à chaque fois que l'Union Européenne tente de s'entendre sur un truc commun, pour taxer les transactions financières, les GAFAM, ou interdire le glyphosate, bah ça pédale dans la semoule pendant des années, et ça débouche sur rien, ou presque. Voilà où on en est de l'harmonisation en Europe. Hein. Enfin, il y a quand même un truc sur lequel ces gens s'entendent toujours. C'est pour chier sur les référendums quand ça va pas dans leur sens. Ça c'est harmonisé, y a pas de problème. Il y a quand même un truc qui va pas dans tout ça. Est-ce que vous avez remarqué la schizophrénie de l'Union Européenne ? Parce que d'un côté, vous avez les traités qui instaurent un marché commun basé sur la libre concurrence entre les États et sur le libre-échange, qui lui-même postule une spécialisation des États selon la théorie des avantages comparatifs. Mais en même temps, ils ont fait l'euro qui fige les taux de change entre ces États pour les pousser à la convergence budgétaire, afin de créer un État supranational où les politiques seraient de plus en plus harmonisées. Je vous laisse réfléchir sur tout ça, et on en reparle au prochain épisode. Salut à tous. On était en train de voir que l'euro n'est pas une zone monétaire optimale parce qu'elle ne comporte aucun des mécanismes qui permettent de compenser un choc asymétrique. On a vu que l'harmonisation sociale et fiscale est une illusion irréalisable, il ne reste donc que 2 solutions pour rendre l'euro viable. Créer un mécanisme de répartition des richesses et encourager la mobilité des travailleurs. On va commencer par ce dernier. C'est un phénomène qui se produit naturellement. Lorsqu'une région est sinistrée économiquement, ses habitants sans emploi la quittent petit à petit pour aller dans les régions plus dynamiques à la recherche d'un avenir meilleur. Dans l'Union Européenne, en théorie, nous avons le droit d'aller travailler n'importe où. C'est une des libertés fondamentales du marché commun garantie par les traités.
Certains voudraient croire que les États seraient comme des hôtels, et que nous passerions de l'un à l'autre en fonction des seules opportunités économiques, rendant le facteur travail aussi mobile que le capital. Il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à admettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Parce que sinon, les clients s'en iront. Les clients, c'est qui? C'est les investissements, c'est les talents, c'est les idées. Toutes les nations sont des hôtels. Malheureusement pour Attali, à nouveau, la mobilité des travailleurs au sein d'un pays après un choc asymétrique est un phénomène de long terme qui s'étale sur 10 à 15 ans. Donc ce sera jamais un mécanisme suffisamment flexible pour remplacer des taux de change qui sont capables de refléter un changement majeur en quelques secondes. En plus, les barrières culturelles et linguistiques entre les pays de l'Union Européenne réduisent fortement cette mobilité. L'Union Européenne compte 24 langues officielles, pour 28 États, et 3 alphabets différents. D'un pays à l'autre, les lois, l'administration, les entreprises, les services, les modes de vie changent. Si bien que quitter Calais pour Toulouse n'est pas du tout la même démarche que quitter Calais pour Francfort, Dublin ou Budapest. Déménager n'est déjà pas évident pour tout le monde, alors s'expatrier l'est encore moins. Surtout si vous faites ce choix par seule contrainte économique, et surtout si vous avez une famille avec des gosses. Et n'oublions pas aussi que la vague de suicides chez France Télécom avait été causée par une politique incessante de mobilité du personnel pour les pousser à la démission. Donc c'est un mécanisme forcément limité et trop lent. Mais en plus, dans l'Union Européenne, la mobilité des travailleurs finit par fonctionner à l'envers, à cause des écarts de salaire importants entre les États, ce qui renforce les déséquilibres au lieu d'aider à les corriger. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. L'écart maximal de salaire plancher dans les pays de l'Union Européenne est de 1 pour 10. En général, un Français qui partirait travailler dans un pays de l'Est devrait apprendre une nouvelle langue pour voir son salaire divisé par 3 ou 4, si on se base sur le salaire minimum. On fait rarement l'effort de s'expatrier pour s'appauvrir. L'écart de niveau de salaire a donc un double effet pervers. Les chômeurs des pays à haut revenu refusent d'aller travailler dans les pays à faible revenu, même s'ils y trouveraient un emploi. On le voit concrètement en France lorsqu'un employeur licencie des salariés français et propose de les reclasser dans des usines en Pologne ou en Roumanie. C'est perçu comme un affront par les salariés. Et à l'inverse, les travailleurs des pays à faible revenu tentent d'aller travailler dans les pays à haut revenu, même s'il y a peu d'emplois, pour tenter de gagner un peu plus d'argent. Ce mouvement est encouragé par la directive des travailleurs détachés qui permet à un employeur de payer les cotisations en fonction du pays d'origine de son employé. Ainsi, malgré ses 3,5 millions de chômeurs de catégorie A, la France fait venir de plus en plus de travailleurs détachés. Il y a eu plus de 500 000 contrats en 2017, dont la durée varie de quelques jours à plus d'1 an. Pour résumer, la mobilité des travailleurs au sein de l'Union Européenne est un mécanisme lent de base, mais en plus grippé et qui fonctionne à l'envers. Les travailleurs ne se déplacent pas en fonction des opportunités d'emploi, mais en fonction des opportunités de rémunération. Et celles-ci dépendent beaucoup plus du niveau de vie de chaque État que de la qualification individuelle des travailleurs. Il n'y a donc pas un marché commun européen de l'emploi, mais un ensemble de marchés nationaux ouverts et en concurrence les uns avec les autres, tant pour attirer les employés que les employeurs. On retrouve ici la schizophrénie idéologique de l'Union Européenne. Le marché encourage à la concurrence entre les États, alors que la survie de l'euro exige qu'on fonde ces États dans un système harmonisé pour éviter le dumping. Le dernier mécanisme qui pourrait compenser les déséquilibres est le transfert de richesse. Là encore, c'est très simple à comprendre. Les résidents des zones avantagées par l'euro doivent payer pour les résidents des zones désavantagées. This time it's on me. Patrick, that's my money. Have you learned nothing about sharing? L'Italie est le parfait exemple de cette redistribution. Le nord du pays, bénéficiant d'un tissu industriel tourné vers l'exportation, se porte plutôt bien, et plus on descend vers le sud du pays, davantage tourné vers l'agriculture et le tourisme, plus le chômage augmente jusqu'à des niveaux comparables à la Grèce. Malgré un haut niveau d'harmonisation
et une mobilité totale des travailleurs en Italie qui n'est pas freinée par des barrières culturelles ou linguistiques, on voit qu'il y a un écart de richesse structurel entre le nord et le sud du pays. Cet écart est compensé par un système permanent de prélèvement et de redistribution. En gros, les habitants du nord subventionnent le niveau de vie des habitants du sud. Il n'y a plus qu'à faire la même chose au niveau européen. Sauf que, en l'état actuel des choses, instaurer un mécanisme de redistribution équivalent dans l'Union européenne ou dans la zone euro, c'est un défi pédagogique majeur. Je vous laisse expliquer à un Roumain qui gagne 400 balles par mois qui va devoir payer une taxe européenne pour payer le chômage d'un Français qui touche le double de son salaire en moyenne. Ça vaut aussi pour les travailleurs allemands qui se sont considérablement appauvris pour doper la compétitivité de leur pays. Il faudrait leur expliquer qu'ils ont été trop efficaces, qu'ils ont fait trop de sacrifices, et que maintenant, par solidarité européenne, ils vont devoir donner de l'argent aux Espagnols, aux Italiens et autres, qui ont pourtant conservé plus d'avantages sociaux qu'eux, qui partent à la retraite plus tôt, ou qui ont plus de patrimoine. Dans les pays du Sud, environ 75% des ménages sont propriétaires de leur logement, alors qu'ils ne sont que 52% en Allemagne. Par ailleurs, 40% des Allemands n'ont aucun patrimoine. Ça veut dire même pas 1 euro à la banque à la fin du mois. C'est la misère. Or, pour l'Allemagne, on ne parle pas d'une petite somme. Il s'agirait de transférer 8 à 10% de son PIB aux autres États de la zone euro, soit environ 200 milliards d'euros chaque année. C'est pour cette raison que les milieux patronaux allemands étaient opposés à l'euro dans les années 90, car malgré l'avantage qu'ils allaient en tirer, ils avaient peur de devoir un jour payer pour la casse sociale chez leurs voisins. Encore une fois, on reboucle avec cette histoire de schizophrénie idéologique entre concurrence et convergence, parce que la création d'un mécanisme de redistribution européen, ça servirait justement à lisser les effets du dumping social et fiscal qui est créé par les règles des traités européens. Bon, dans tous les cas, un mécanisme de redistribution n'est pas vendable à ses contributeurs s'il n'y a pas une harmonisation sociale et fiscale entre ses contributeurs. Pire, il serait même dangereux de le faire sans cette harmonisation, parce que ça placerait les dirigeants face à ce qu'on appelle un aléa moral, en ouvrant la voie aux excès inverses du dumping social et fiscal. Je m'explique. Un dirigeant d'un pays de la zone euro pourrait se sentir complètement déresponsabilisé sur la politique qu'il mène, puisqu'il n'a pas à craindre que sa monnaie s'effondre vu qu'il est dans l'euro, et il n'a pas à craindre l'augmentation des chômages et des déficits publics, puisqu'il peut compter sur les autres États pour payer les pots cassés au nom de la solidarité européenne. Donc ça passerait par un mécanisme de redistribution quelconque, mutualisation des dettes, chômage européen, etc. En d'autres termes, des contribuables devraient payer les conséquences d'une politique pour laquelle ils n'ont jamais voté et dont ils n'ont jamais profité, ce qui est non démocratique, parfaitement inacceptable et contraire à l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc vous allez vous faire brûler en place publique si vous essayez de faire payer les dettes des Espagnols aux contribuables allemands. Il n'y a qu'à voir les articles incendiaires que la presse allemande avait publiés durant la crise de l'euro, traitant les Grecs de feignants, de profiteurs, de fraudeurs, et leur recommandant de se mettre au boulot et de vendre l'acropole si c'était nécessaire, pourvu qu'ils remboursent les prêts que l'Allemagne leur avait octroyés quand ils n'arrivaient plus à se financer sur les marchés financiers. Ce mépris des mauvais élèves de la rigueur budgétaire est aussi présent dans les instances européennes, où les pays du Sud sont appelés le Club Med ou encore les Pigs. Des associations ont bien tenté de faire culpabiliser les Allemands pour qu'ils soient un petit peu plus solidaires, mais sans grand succès. Hallo? Hey Klausi. Na, Jan ist hier. Ach Mensch, Janni. Na? Na, wie ist Sommerpause bei dir? Hier ist eine Menge los. Mhm. Du, ganz kurz, eine Sache. Die ganze Griechennummer, ne? Boah, Alter. Kann dir sagen, du, das bringt einen wirklich um Schlaf, ne? Klaus, ich sag dir das ganz ehrlich. Ich finde, wir Deutschen sollten gefragt werden, ob wir weiter zahlen wollen. Die Schummelgriechen, die machen unseren Euro kaputt. Und weißt du, was das Schlimmste ist? In Wirklichkeit sind die Griechen doppelt so reich wie wir Deutschen. Blinde Taxifahrer, verheiratete Witwer, tote Rentenbezieher.
On en arrive en fait à la situation qui avait été anticipée par Milton Friedman en 1997. Le marché commun européen est l'exemple d'une situation non favorable à l'union monétaire. Elle est composée de nations séparées, dont les résidents parlent différentes langues, ont différentes coutumes, et ont une bien plus grande loyauté et un plus grand attachement à leur propre pays qu'à un marché commun ou à l'idée d'Europe. L'euro va exacerber les tensions politiques en convertissant des chocs divergents qui auraient pu être corrigés par les taux de change en des problèmes politiques qui vont diviser ces nations. Le sauvetage de l'euro a été l'un de ces problèmes politiques qui a divisé les nations. En 2012, l'Allemagne avait conditionné son aide aux pays du Sud à l'adoption du TSCG, pour tenter de se prémunir contre l'aléa morale dont on parlait tout à l'heure. Le fameux pacte budgétaire européen prévoit un ensemble de règles contraignantes visant à limiter les dérives budgétaires des États de la zone euro. C'est dans le cadre de ce traité que les États doivent faire valider leur budget annuel par la Commission européenne, qui doit s'assurer que la politique de chaque gouvernement soit le plus conforme possible à la survie de l'euro. Essentiellement, le TSCG c'est pas grand chose. Ce n'est que la reprise de règles qui étaient déjà présentes dans le traité d'Amsterdam en 1993, assortie de sanctions qui n'étaient pas prévues au départ. Mais ça n'a pas empêché les États les plus problématiques de la zone euro de continuer d'afficher des déficits et de creuser leur endettement. Bien qu'ils aient consenti de nombreux efforts pour être dans les clous du traité, Comprenez qu'ils ont viré des fonctionnaires, privatisé des trucs, raboté les pensions de retraite et de chômage, etc. Les réformes inévitables qu'on connaît bien maintenant. En France, les lois travail et autres CICE ne servaient pas à créer de la croissance et des emplois comme annoncé, mais bien à augmenter les marges des entreprises pour qu'elles redeviennent compétitives, afin de sauver l'euro. Car cette question du manque de compétitivité ne se poserait pas si on avait le franc. On aurait une monnaie dont la parité serait cohérente avec notre niveau de compétitivité générale. Et on n'aurait pas besoin de faire toutes ces politiques de dévaluation interne. Pour ces raisons, l'euro pose un problème de démocratie. Est-ce que c'est au peuple de s'adapter aux outils économiques, ou est-ce que c'est aux outils économiques de s'adapter au peuple? La réponse de la pensée dominante à cette question transparaît dans l'étude du CEP citée en introduction de cette série de vidéos. Les experts indiquent que le coût de l'euro, estimé à 3600 milliards d'euros pour la France sur 20 ans, n'est pas lié à l'euro, mais au manque de réformes structurelles nécessaires pour rétablir la compétitivité de la France dans le cadre de l'euro. En somme, ce n'est pas la faute de la monnaie, mais la faute des États qui ne se sont pas pliés assez vite aux contraintes de la monnaie. Pour ma part, j'ai une opinion légèrement différente, mais on va s'écarter de notre sujet. En définitive, le TSCG a poussé les États à plus de rigueur budgétaire, mais sans pour autant réussir à enrayer l'augmentation des dettes dans les États les plus endettés. Et ce traité n'a rien fait pour pallier aux conséquences des écarts de compétitivité dans la zone euro, si ce n'est que le respect de ces règles était la condition sine qua non pour accéder au MES en cas de pépin. Alors, le MES, j'en avais pas encore parlé. C'est un autre bidule qui a été créé au moment de la crise. C'est un fonds de garantie au capital de 80 milliards d'euros qui peut fournir jusqu'à 700 milliards d'euros de prêts aux pays de la zone euro surendettés qui perdraient leur accès au financement par les marchés, comme ça avait été le cas pendant la crise de 2011. Sachez que les Français ont été taxés à hauteur de 16,6 milliards pour abonder ce machin, dont les règles de gouvernance, dignes de l'URSS, échappent à tout contrôle démocratique. Pour nous, Français, c'est une chance. Pourtant, en 2011-2012, l'idée d'une union fiscale et budgétaire était séduisante comme solution à la crise, et cette idée a d'ailleurs été portée par de nombreux politiciens et experts qui comptaient bien profiter de la crise pour obliger les États à sauter le pas. Mais cette union est restée au stade des mots face à l'impossibilité de s'entendre sur un socle commun. Au plus fort de la crise de l'euro, le TSCG, accompagné du MES, a été le compromis le plus avancé qui a pu être obtenu en termes d'harmonisation et de répartition. Donc malgré les stratagèmes des concepteurs de l'euro, le grand saut fédéraliste n'a pas eu lieu, et n'aura probablement jamais lieu. On va résumer un peu tout ça. La mise en place de l'euro dans des pays qui ont trop de différences entre leurs modèles sociaux et fiscaux a entraîné des écarts de compétitivité et aucun des mécanismes censés corriger ces conséquences ne fonctionne ou n'existe. Il n'y a pas de change flottant, évidemment, puisque les taux de change sont figés à 1 pour 1. La magie du marché des capitaux a ses limites, et elle a cessé de fonctionner après la crise de 2008. Il n'y a pas d'État fédéral européen qui pourrait intervenir avec un budget et des règles communes,
Et si vous comptez sur la seule mobilité des travailleurs pour tout corriger, la zone euro va devenir un sacré bordel linguistique. Cette absence de mécanisme a conduit à des faillites, des délocalisations, du chômage, de l'endettement public et des récessions dans les pays les moins compétitifs de la zone euro, qui sont en fait maintenus dans un état de crise économique perpétuelle à cause du manque d'argent. La monnaie, la sève de l'économie, ne circule plus correctement. En d'autres termes, l'euro est techniquement foutu. Aujourd'hui, il n'est maintenu que pour des raisons idéologiques, et sûrement pas pour des bienfaits économiques quelconques. Le bilan de ses effets est clairement négatif, même pour l'Allemagne, qui bouffera son pain noir quand tout l'échafaudage lui tombera sur la gueule. Il faut avoir à l'esprit qu'entre 1960 et 2001, le nouveau franc n'avait cessé de se déprécier face au Deutschmark. Et c'est pas parce qu'on a décidé que ces deux monnaies allaient s'échanger ad vitam aeternam à un taux fixe de 1 pour 1 que cette tendance a disparu. La richesse, ça ne se décrète pas. Depuis 2001 donc, les écarts de compétitivité se creusent, malgré la multiplication des réformes et des efforts, et comme les parités des monnaies sont figées, les conséquences se traduisent par un marasme économique dans le sud, et des excédents commerciaux gigantesques en Allemagne, accompagné d'une envolée des soldes Target 2 qui va de pair. Pour que l'euro fonctionne dans les conditions actuelles, c'est-à-dire sans fédéralisme ou d'autres mécanismes, il faudrait que les travailleurs des pays les moins compétitifs que l'Allemagne acceptent d'être toujours plus pauvres que les travailleurs allemands. Et au vu du mouvement des Gilets jaunes, ça ne semble pas être une alternative acceptable pour les Français. Et moi j'ai discuté avec un député qui a dîné la semaine dernière avec Schäuble, l'ancien ministre des Finances allemand, qui n'est pas un rigolo, comme tout le monde le sait. Et ils ont parlé d'Emmanuel Macron, et il lui a dit « Emmanuel Macron, game over ». C'est-à-dire que les Allemands considèrent que la France est terminée, il ne fera plus aucune réforme, game over. Et la question que se posent les Allemands et que se pose M. Schäuble, c'est mais est-ce que finalement la France est réformable ou pas? Parce qu'en ce qui concerne Macron, c'est game over. Bon voilà, game over. On arrive au bout de ce qu'on peut imposer, donc maintenant le système commence à être bloqué, et l'avenir est relativement simple à prévoir. Au fur et à mesure que les écarts de compétitivité entre les pays de la zone euro vont se creuser, la conciliation impossible entre le maintien de l'euro et le maintien du niveau de vie des gens va créer un désordre social de plus en plus important jusqu'à mener à l'explosion de l'euro. Ou au génocide des travailleurs récalcitrants, ça c'est possible aussi. Bon, pour l'instant Macron leur crève les yeux, on verra bien s'il va plus loin. L'euro est aujourd'hui l'équivalent d'un mort clinique qui attend d'être débranché. Sur le plan biologique, ça vit, c'est présent sous forme de billets et de numéros sur nos comptes. Mais sur le plan technique, la monnaie ne circule plus, et je vois mal comment on pourrait réveiller ce cadavre. Contrairement à nos dirigeants, dont la suffisance n'a d'égal que la stupidité, les Allemands ont bien compris qu'il était temps de réfléchir à des stratégies pour se tirer de ce merdier sans trop de casse. Sans trop de casse pour eux, évidemment. Les Italiens sont aussi prêts au départ, mais pas de la même façon, et pas pour les mêmes raisons. Ce sera les sujets des prochains épisodes de cette série.